bienvenue à l'Institut du monde arabe. Le directeur général et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 7e rencontre de la chaire de l'Institut du monde arabe autour du thème pour une nouvelle approche psychoculturelle de l'individu dans les sociétés arabes. Thème qui suscite beaucoup de débats et d'interrogations. Pour cela, nous avons fait appel à des éminents chercheurs qui vont livrer chacun son point de vue et à partir de son domaine de spécialisation. Cette rencontre sera suivie par un hommage à M. Mustapha Safwan, philosophe et psychanalyste d'une renommée internationale. Honneur aux femmes, je cède la parole à Madame Yousra Germi, enseignante et doctorante en philosophie politique à l'Université de Lyon. Elle est aussi chercheuse à l'école nationale, à l'école normale supérieure de la même ville, c'est-à-dire à Lyon. Une autre fois, bienvenue et très bonne séance. À toi la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors le sujet qui nous réunit aujourd'hui est extrêmement important et éminent, à savoir étudier l'individu dans les sociétés arabes à partir d'une approche plutôt psychologique et culturelle, psychoculturelle. C'est un sujet qui est important, comme l'a très bien montré Mustapha Safwan dans de nombreux ouvrages, et surtout un ouvrage que je me suis permis d'apporter aujourd'hui, Pourquoi le monde arabe n'est pas libre. Nous avons un parterre de chercheurs, de psychologues, psychothérapeutes aujourd'hui qui vont traiter cette question dans la rencontre débat qu'on va organiser ensemble dans un premier temps. Et simplement, il serait important pour aborder cette question-là de constater que dans la culture arabe, la notion de psyché renvoie à celle de nafs, l'âme, qui désigne aussi bien, d'une certaine manière, donc l'âme humaine que l'ego. Alors certains penseraient à la conscience pour comprendre ce concept, d'autres plutôt à une notion religieuse à laquelle ils peuvent attacher une certaine importance et qu'ils distinguent du corps. Et nous verrons comment les chercheurs ci présents vont justement analyser cette notion et transposer cette notion dans le cadre de la société arabe. Alors, nos trois invités ci présents, nous entendrons tout d'abord Madame Houda Kachroud, qui est maître de conférence en psychologie à l'ENS d'Alger. Elle est membre de l'Association égyptienne de psychologie et elle a organisé, notamment en 2004, un congrès en collaboration avec le Centre arabe de recherche psychanalytique et psychologique sur la psyché, donc an-nafs, dans la culture arabe et son rapport à la psychanalyse. Dans un deuxième temps, nous écouterons Monsieur Dr Ahmed El-Mtili, qui est auteur en psychologie, psychothérapeute et professeur invité à l'université de Tétouan. Il est spécialiste de DME, c'est-à-dire de dysmorphesthésie, si je ne dis pas, si je prononce bien le concept. Et c'est l'idée, c'est un concept finalement qui affecte les individus plutôt durant l'adolescence. C'est en rapport avec la crainte d'être laid. Et ça peut concerner aussi bien une partie du corps que le corps dans sa globalité. Enfin, pour finir, nous écouterons le Dr Mohamed Tawfiq Darwish, donc, qui est psychanalyste, psychologue clinicien et qui est membre de l'Association lacanienne internationale à Paris et a été professeur durant une certaine période à l'université de Ain al-Shams en Égypte. Donc, je passe la parole à Madame Houda Kachroud. Merci. Salam alaikum, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des organisateurs de cette chaire,
en hommage à M. Safwan, Mostafa Safwan. Je les remercie encore pour m'avoir invité, accepté mon thème en coordination avec le thème de la chair, un thème très intéressant et épineux en même temps. J'avoue que j'ai trouvé beaucoup de difficultés à me positionner dans la problématique de la chair, mais j'ai fini quand même par opter un thème en relation avec l'hommage à Mostafa Safwan et différentes variables de la problématique de la chair. Donc, ce que je vais vous communiquer, ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le thème de la santé mentale et le sujet psychologique dans le monde arabe. Le travail, le texte initial aborde plusieurs points. Méthodologiquement, il y a une problématique au début, dans une introduction. J'ai abordé aussi un aspect historique avec approche ethno-anthropologique. Je me suis basée surtout sur le triade de Mekki Berada, l'anthropologue en santé mentale. J'ai abordé une autre partie sur les thérapies dites traditionnelles avec tout un aspect de la psychiatrie et la psychologie dans le monde arabe. Il y a un état des lieux sur la formation et la pratique dans ces pays. Et j'ai quand même consacré une partie importante à la psychanalyse et le sujet psychologique dans le monde arabe. Et j'ai mis point d'interrogation sur le sujet psychologique. Et pour terminer, une petite conclusion, là où j'ai épinglé quelques lacunes et donné quelques suggestions. Je ne pourrai aborder tous ces aspects par manque de temps que je dois respecter. Donc, ce que je vais vous présenter, ça sera un résumé, à mon avis, là où j'ai pu mettre en exergue, bien sûr, à mon avis, ce qui est important dans ce thème. Donc, je répète, mon thème, c'est la santé mentale et sujets psychologiques, individu, sujet psychologique. Je ne vais pas rentrer dans tous les aspects philosophiques et autres. Je commence directement par mon travail. Donc, les sociétés arabes présentent des caractères culturels très marqués par les traditions. Et la religion est profondément enracinée. Les coutumes codifient toute la vie de l'individu qui reste sous le poids écrasant du groupe, la jama'a, al-umma. On ne trouve pas beaucoup de littérature psychique ou psychanalytique qui ont intervenu dans les sociétés problématiques. Mais on trouve par contre des œuvres littéraires plus expressives et révélatrices de la psyché plus que la littérature de la santé mentale, abstruse et des fois sans profondeur. Je vais vous citer quelques œuvres que vous connaissez sûrement. Il y a Ayam, les jours de Taha Hussein. Il y a Mouloud Pharaon, la terre et le sang. Mohamed Dib, la grande maison. Shukri Sarhan, l'homme qui descend des montagnes. Ces écrits étaient, pour leur auteur, leur psychothérapie. Dans ces sociétés, les patients ont tendance à exprimer leur mal à partir d'un registre traditionnel. Un registre qui propose plusieurs modèles explicatifs du désordre psychique, comme la magie, la sorcellerie, l'exorcisme, etc. Et si la psychiatrie n'affecte pas encore en profondeur les croyances et les mythes de la folie, elle est fortement sollicitée pour son aspect institutionnel et sa prise en charge médicamenteuse. Dans ces pays, la psychiatrie coexiste avec un vaste ensemble de thérapies dites traditionnelles. Il y a même des personnes qui consultent chez un psy et continuent à avoir recours aux compétences d'un tradipraticien. Un tradipraticien peut être un frih au Maroc, un taleb en Algérie, un cheikh ou pratique de zar en Égypte.
Les études épidémiologiques sont rares. Dans notre expérience de psychologue clinicienne dans une zone populaire d'Alger, le Clos Salambier, actuellement El Madania, des personnes n'hésitent pas à venir nous dire qu'ils ont vu plusieurs personnes connues pour leurs compétences en pratique traditionnelle avant de venir nous voir pour leur enfant présentant des troubles du comportement ou même des insuffisances d'ordre mental. Farid Kacha, psychiatre algérien, dans une étude en Algérie en 1981, affirme que sur 100 malades hospitalisés, 50% des hommes et 80% des femmes avaient recours à des thérapies traditionnelles. Reda Khayat, psychanalyste, psychiatre marocaine, constate qu'en 2010, encore, le nombre de personnes qui consultent les tradipraticiens ou les nouveaux thérapeutes religieux apparus dans la mouvance de l'éveil musulman mondial est infiniment supérieur à celui des personnes qui consultent en psychiatrie ou en psychologie. Le même psychiatre nous fait remarquer que ce sont les échecs du frih qui amènent les malades en consultation de psychiatrie, et elle ajoute « Nous refusons de notre part de les appeler psychothérapie, car elles ne conduisent jamais, d'après notre expérience, à une guérison transitoire ou définitive. Tout au plus aboutissent-elles à un relâchement des tensions psychiques lors des phénomènes de transe, par exemple. » Sans prétendre, d'autre part, sans prétendre défendre ces tradipraticiens, nous pouvons conclure qu'ils présentent de nombreux avantages aux yeux de la population. Ils présentent les mêmes conceptions culturelles que la population. 2. Ils fournissent une plus grande disponibilité et davantage d'écoute aux malades. Ils impliquent la famille qui devient partie prenante dans la consultation et la prise en charge. Et pour finir, il revient souvent moins cher par rapport à la consultation de psychiatrie, de psychologie et encore plus à la psychanalyse. Et le discours analytique reste étranger à la culture arabe. Et on rencontre des résistantes malgré la proximité géographique au monde occidental et les différents échanges scientifiques et culturels. Un psychanalyste nous fait remarquer, dans cet immense espace culturel, il n'y a guère qu'une quarantaine de psychanalystes, dont une vingtaine au Liban. Après le Liban, le Maroc est le deuxième pays du monde arabe où une institution analytique a pu voir le jour. Pourtant, l'Égypte avait connu la psychanalyse dans les années 50, où l'on comptait plus d'analystes qu'en Espagne ou en Italie. Effectivement, la psychanalyse a connu l'âge d'or en Égypte durant les années 50, enseignée même à l'université. Depuis la psychanalyse, le paysage psychanalytique dans ce pays ne fait que se dégrader. Il y a même parmi certains intellectuels qui plaidaient pour la psychanalyse, certains l'ont reniée et ont commencé à s'intéresser aux origines sionistes de la pensée de Freud. La question pour laquelle la psychanalyse a réussi à s'introduire dans certaines sociétés et non dans d'autres nous amène à parler des conditions où est née cette discipline. Il est important de rappeler que la psychanalyse est née dans un monde fondé sur la science et la rationalité. Un monde où l'individu, c'est-à-dire le sujet, a joué un rôle primordial dans l'avènement de la modernité, dont les principaux fondements sont la démocratie, la laïcité et la liberté de la pensée. Les choses ne se passent pas ainsi dans les pays arabes, dans les sociétés arabes, qui n'ont pas vu naître l'individu dans le sens de l'être libre, libre de ses actes, libre de ses sentiments, libre de ses paroles. La parole en psychanalyse, c'est l'outil de base d'investigation de l'inconscient. Le patient en clinique doit exprimer sa souffrance et ses idées sans critique, sans censure et sans avoir peur de la répression. Mostafa Safwan dit « De surcroît, la crainte et la répression finissent sur des centaines d'années par corrompre même la nature du mot et la parole. » Le monde arabe vit toujours dans le régime totalitaire et l'individu ou sujet est resté dépendant,
de l'État, dépendant de la religion en même temps. Si le sujet arrive à se percevoir comme sujet d'après Malek Shebel, c'est dans la mesure où il sait que son salut ne peut advenir qu'en dans un contexte collectif et commun. Il n'y a identité dans ces sociétés que l'identité de croyants. Pour cette raison que l'auteur parle d'une certaine vacance du sujet en islam, une vacance très palpable, très remarquable, dans le langage même courant des personnes qui, voulant parler d'eux-mêmes, généralement commencent par la formule « que Dieu me préserve de dire moi », que Dieu me préserve de dire je. De quelle clinique peut-on parler dans ces sociétés? Une société où les personnes voient le mal toujours venir de l'autre. Un autre qui peut être un djinn, un démon, des gens malveillants qui leur veulent du mal, ou simplement de la fatalité du sort. Autrement dit, le mal reste toujours à l'extérieur d'une psyché qui ne s'apprête pas à être explorée. Rappelons que Lacan a déjà dit que le sujet auquel on a affaire en psychanalyse est le sujet de la science, c'est-à-dire le savoir scientifique et la rationalité. De son côté, Rita Al-Khayyat, psychanalyste, psychiatre marocaine, attire notre attention sur cet aspect culturel et traditionnel qui, pesant même sur les personnes qui veulent se faire psychanalyser et devenir psychanalystes, l'intégration culturelle à la tradition est telle que cette démarche est très rare. L'individu baignant trop bien dans son milieu et si bien qu'il ne peut l'analyser en profondeur et donc risquer de s'en désolidariser, remettant en cause ses fondements sociaux, religieux et symboliques, ce qui explique d'ailleurs en partie le nombre restreint des psychanalystes formés et analysés. La personne arabe, dans tout le cas, ne peut ni ne doit faire montrer de psychologie individuelle. Malek Shebel se demande, a-t-il le droit d'être énervé, fatigué, heureux ou triste? Peut-il être névrosé, souffrir de manie ou de dépression, ou simplement se comporter avec un tant si peu de narcissisme? Et il ne tarde pas à nous répondre « Oh que non ». Il n'y est pas autorisé, pour les raisons qui font de lui un être exemplaire, sans pulsion et sans vie, même et surtout lorsque l'islam a préconisé un épicurisme joyeux qui ne laisse aucune place aux ascètes. Le sujet ou l'individu n'a pas pu en effet s'élaborer. Il est resté frappé de manque à être. Il ne s'agit pas seulement du sujet psychologique, le je, le moi, l'identité, mais également le sujet social. Celui qui pose les termes de la contradiction et qui, ce faisant, décide de s'opposer à un autre qui lui préexiste ou le transcéder, d'après Shebel. L'état de droit n'est rien sans l'irremplaçabilité des individus, d'après Cynthia Fleury, jeune philosophe. Et la démocratie n'est rien sans le maintien des sujets libres. La psychologie des profondeurs aussi, à notre avis, n'a de sens d'exister sans ce sujet psychologique, sujet libre, libre de ses sentiments, libre de sa souffrance, libre de ses paroles, sans censure, sans critique et sans répression. Pour finir, dans le monde arabo-musulman, les spécialistes de la santé mentale ne semblent pas s'intéresser au processus culturel et social où baignent leurs patients. Les psychiatres et psychologues n'ont aucune formation en anthropologie et en ethnologie. Actuellement, les enseignements préfèrent les méthodes nouvelles basées sur les psychotropes, les psychothérapies bref, et négligent l'ethnopsychiatrie et l'ethnopsychanalyse. Les pays arabes semblent ignorer leur richesse humaine. Ils représentent actuellement autour de 420 millions de personnes, la plupart des jeunes. Malgré cela, ils ne disposent pas d'une psychiatrie ou psychologie infantile, pas de pédopsychiatrie.
On remarque des lacunes dans les programmes d'accompagnement et de suivi psychologique des enfants autistes, un problème majeur, énorme, dans les borderline, les états limites. Quant à la psychanalyse, elle reste frappée d'interdits dans ces sociétés. Rares sont les associations et les institutions psychanalytiques dans ces pays où une école psychanalytique n'a pas encore vu le jour. Travailler avec des patients arabes consiste, à notre avis, à rattacher ces derniers à leur système de représentation culturelle afin d'explorer leurs conflits intrapsychiques. Devreux ethnopsychiatres précisent également qu'il est préférable en situation de thérapie de considérer la culture comme une expérience vécue. Ce qui est important, c'est que les névrosés et les psychotiques réinterprètent ou même déculturent des items culturels en relation avec leurs conflits et leurs délires personnels. Et je finis par dire qu'on ne peut séparer une personne de son héritage culturel ni de ses représentations symboliques et religieuses. Les changements brutaux dans ces sociétés au nom de la modernité ont probablement altéré leur organisation sociale et familiale et déstabilisé les bases rassurantes et sécurisantes dans ces sociétés. Je vous remercie. Merci pour cette brillante et éclairante intervention. On peut souligner, avant de passer la parole à Dr Mtili, au moins 3 éléments. Tout d'abord, le fait que la culture et la tradition peut être d'une certaine manière un obstacle à la psychanalyse, que la psychanalyse arabe est née dans hérite d'une grande tradition, mais qu'elle se heurte à un certain nombre de problèmes, de conflits. Très intéressant de remarquer que les sociétés arabes n'ont pas vu naître l'individu, cette idée de l'obstacle du moi, le moi qui serait un frein finalement à l'émancipation de la personne, et cette étude extrêmement fine de la personne arabe qui est dépossédée finalement de son individualité, car elle se doit d'être exemplaire, sans pulsion, voire même sans vie. Alors je passe la parole à Dr Mtili, donc, qui est psychologue et professeur à l'université de Tétouan. Je voudrais d'abord vous remercier tous les organisateurs et à l'administration de l'Institut du monde arabe qui nous permet cette rencontre scientifique dans laquelle nous rendons hommage à un pionnier à la psychanalyse dans le monde arabe, je cite M. Moustapha Safwan, et je félicite également cette institution d'avoir bien choisi et cerné la thématique de cette rencontre autour de la nouvelle approche psychoculturelle de l'individu. Je vais parler d'une approche clinique et culturelle de ce qui est la psychanalyse. Je vais développer un certain nombre d'éléments qui a trait à la clinique culturelle, ce que j'appelle la culture clinique culturelle, et je vais également évoquer l'individu arabe confronté à cette école ou à ce domaine qui est la clinique psychanalyste et quels sont les outils que j'utilise pour permettre cette méthode. Il y a un certain nombre d'approches et d'écoles et de méthodologies qui ont été mises à l'épreuve dans le monde arabe et dans les institutions académiques du monde arabe. Et beaucoup de personnes, pionniers dans ces domaines, ont essayé de développer ce domaine et d'y mettre une certaine structure à la fois sur le niveau, à la dimension structurelle, intellectuelle, mais également sociale et culturelle. Et il faut faire remarquer que la dimension psychologique n'a pas eu une grande part de ces études et de ces approches.
Je vais pour ma part exposer une approche concernant la clinique psychologique culturelle basée sur l'approche clinique en relation avec la psychologie culturelle. Et cela devrait... ce que j'appelle la clinique psychoculturelle est tout simplement et linguistiquement et la réception du patient et essayer de lui apporter les soins nécessaires à accueillir le patient, comprendre tous ses problèmes, tout ce dont il voudrait parler et tout ce qui lui pose problème. Et cela est la première méthode et la première approche que je pourrais citer pour ce que je voudrais par là donner une définition de la clinique psychoculturelle. D'ailleurs, le médecin le psychanalyste, lorsqu'il envisage donner un soin, il envisage un certain nombre d'étapes, commençant bien sûr par l'accueil, l'ouïe très attentive qui met en application et qui met en œuvre tous les sens de ce médecin qui va mettre en œuvre un certain nombre de lois. Également, pour l'ouïe et la perception, il consiste à se mettre dans le corps et dans l'état psychoculturel de la personne en face pour pouvoir comprendre et se mettre à l'écoute de cette personne et de se mettre à la place de l'autre dans ce qu'on appelle, dans certaines méthodes des écoles, l'empathie, et de se mettre en empathie et en phase totale avec le patient que nous avons en face de nous. Alors ça commence par une étape d'écoute, de perception pour arriver ensuite à répondre à ses besoins et l'aider dans le chemin de la guérison. Je voudrais citer pour commencer le psychanalyste américain qui a écrit un livre qui est La médecine de l'âme, qui a vécu entre 1956 et 1957. Et nous trouvons chez lui un certain nombre de concepts qui ont vu le jour sous sa plume dans la psychologie et psychanalyse culturelles et qui sont encore des théories assez en phase aujourd'hui, assez proches et qui sont assez utilisées dans les méthodes de travail actuellement. Et il faudrait également, je n'oublie pas de citer également tous les développements et toutes les théories qui ont vu le jour en Europe, notamment Sigmund Freud, qui est le grand mollah, si j'ose dire, imam de la psychanalyse moderne. D'aucuns disent, est-ce que l'homme arabe et l'homme arabe ou l'individu arabe est en besoin de cette psychanalyse? Est-ce que la culture arabe est en quelque sorte, ressent quelques maladies pour être dans le besoin d'une application de la psychanalyse et de la clinique psychanalyste. Ces sciences ont vu le jour, ont été diffusées et largement développées et enseignées de manière théorique, de manière à croiser un certain nombre de manifestations, de problématiques avec les concepts et les éléments de ces théories psychologiques. Et donc, il est fortement conseillé, il est utile également de faire un rapprochement analytique et scientifique avec certains phénomènes qui touchent à l'individu et à la société arabe pour essayer de le mettre, de l'analyser à la lumière de ces théories psychanalytiques. Beaucoup de psychanalystes tombent dans
tombe dans les problématiques de l'application presque aveugle et de ce qui s'ensuit et ce qui en découle comme conséquence sans compréhension totale de ces théories et du contexte dans lequel il voudrait l'appliquer, ce qui pose véritablement un problème à l'application et aux résultats obtenus suite à l'application de ces théories. Cela est bien sûr... Je vais évoquer quelques éléments qui pourraient être une entrave, qui pourraient poser entrave à l'application. La valeur intrinsèque de cette méthodologie clinique, nous devons nous positionner sur un développement historique par rapport à l'évolution de la société arabe. Je vais vous évoquer quelques faits historiques et quelques études également qui ont été très significatifs dans ce sens. J'ai une remarque concernant toutes ces études et qui penche le plus souvent vers un discours qui tend à mêler un discours politique, intellectuel et qui fait abstraction de la dimension psychologique qui est extrêmement importante et intéressante et importante dans l'analyse clinique et voilà une critique que j'adresse à ces études. Le Maroc, le Maghreb arabe a connu la naissance d'un grand nombre de psychologues, de professeurs. La liste est longue. Mohamed Abd el-Jabiri, qui est l'auteur de la structure de l'intellect arabe et la moralité dans l'intellect arabe, et la critique de la critique de l'intellect et de l'intellectualisme arabe, qui est à l'instar de ce qu'a écrit Ibn Averroès et qui a été fait par Mohamed Arkoun, la critique de l'intellect arabe et d'autres également œuvres et imminents personnalités qui ont produit un grand nombre d'études qui ont mis en lumière un certain nombre d'éléments extrêmement importants et qui nous ont fait remarquer le développement et la structure interne du développement de l'intellect arabe dans ses développements et dans le chaos, si j'ose dire, dans le chaos qu'a subi l'intellect arabe. On peut bien sûr adresser un certain nombre de remarques sur ces études, mais il n'empêche que ces études étaient d'une extrême importance. Ceci sont les références que je voudrais inclure dans ma communication aujourd'hui. Il y a d'autres penseurs arabes qui ont critiqué l'idéologie, la dimension idéologique arabe, comme Abdallah al-Arawi, la dimension contemporaine, et le patriarcat également a été sévèrement critiqué par l'écrivain libanais très connu d'ailleurs. Je vais m'en rappeler d'une seconde à l'autre. Je cite Hicham Sharabi qui a beaucoup parlé du patriarcat et de la dégradation des sociétés arabes au niveau intellectuel. Je cite également Salwa al-Khammaj et beaucoup d'autres penseurs ont également pressenti cette crise des penseurs et des intellectuels arabes sous l'égide ou sous le poids de la dimension patriarcale et d'autres également éléments. D'autres penseurs ont fait un lien également entre l'histoire du monde arabo-musulman avec le développement de l'intellect. Toutes ces études ont contribué de manière assez disparate à l'évolution et la mise en exergue des problématiques
basé sur la dimension culturelle et sociale et religieuse et politique, avec tout ce qui sera héritage et patrimoine et qui a formé ou qui a œuvré à la configuration actuelle de l'individu arabe. Ces études ont été écrites parfois en anglais et en arabe et ensuite a été traduite vers la langue arabe. Une des remarques que je pourrais adresser pour l'ensemble de ces études critiques, c'est qu'elles apportent une dimension philosophique et intellectuelle avec une certaine spéculation. Cette spéculation de manière à être ouverte vers une spéculation interne et intrinsèque à l'intellect arabe pour essayer de faire de l'intellect arabe le sujet de l'étude sans des exemples extrêmement, sans prendre pour autant des exemples extrêmement précis. Cependant, la plus grande critique que je pourrais ou que l'on pourrait adresser à ces études, lorsque l'on parle à l'historique et de développement de l'intellect arabe, serait de dire c'est que la dimension psychologique a été, dans la plupart de ces études, extrêmement mise de côté ou omis, si j'ose dire, ce qui est une grande déperdition, une grande perte. L'individu arabe appartient à une histoire, à une famille, à un contexte et à une tradition. Et tous ces éléments et toutes ces dimensions apportent ont un impact sur la dimension psychologique qu'il ne faut pas négliger. D'autres approches ou études psychologiques ont tenté de prendre en considération elles ont pour la plupart été l'objet de psychologues, de spécialistes, psychologues qui ont été en confrontation directe avec des cas, par exemple, pathologiques, des études, des expériences laboratoires. Je cite quelques-uns parmi eux et qui ont été pionniers et qui ont tracé un nouveau chemin dans l'évolution des études psychologiques dans le monde arabe et qui ont connu une certaine renommée. Alors je vais en citer quelques-unes et qui sont pour moi une référence dans le domaine. Il m'est très difficile de catégoriser ou de classer ces études, mais j'ai trouvé que le meilleur critère d'essayer de proposer une classification de ces études et de revenir de référencier ces études de manière à appliquer le critère de la dimension psychologique. D'abord, mon premier critère était l'approche féministe ou la dimension féministe intrinsèque et présente dans ces dimensions. Vous savez que Manado al-Saadawi, l'auteur égyptienne, qui a écrit un grand nombre d'œuvres qui ont et pendant longtemps ont été sujets à débat et sujets de contestation, ont ouvert aussi la porte à un certain style, une certaine méthode de travail et d'écriture psychologique en prenant la dimension anthropologique en compte, la dimension psychologique, le genre, la dimension féministe.
et le sexe. Vous savez que son livre L'homme et les sexes, la face dénuée de la femme arabe, la femme et la lutte psychologique. Nous connaissons également Fatima Al-Marnissi qui a eu une production assez conséquente et intéressante dans ce domaine. Fatima Al-Marnissi qui est tunisienne et la dimension psychologique était très présente dans ses écritures. Le deuxième critère que je prends en considération dans la classification, c'est la dimension psychologique et anthropologique. Un des pionniers est un chercheur libanais qui est très connu, Zairour, qui est à l'origine d'un grand projet de psychologie et de psychanalyse du moi arabe ou de l'individu arabe, paru en 1977 et qui est une œuvre considérable et qui a connu un grand succès à travers le monde arabe, non seulement au Liban, mais sur l'ensemble des pays arabes. Aussi, je pourrais... Troisième critère, c'est l'approche psychologique et sociologique dont l'un des grands ambassadeurs, Mustafa Hijazi, qui a écrit le livre de la détérioration sociale de l'intellectuel et la psychologie de l'humain ou de l'individu opprimé, qui est un livre référence dans le domaine de Salah Hijazi. Quatrième critère, c'est l'approche psychologique, l'approche analytique à la fois psychologique et politique. Et en première ligne, les écrits de Mustafa Safwan, notamment pourquoi les Arabes ne sont-ils pas libres, et beaucoup d'autres livres. Et il fait allusion à l'oppression externe et interne de l'individu qui subit des pressions externes qui lui imposent un certain état de fait qui empêche une sensation de liberté totale et parfois cela peut venir de l'intérieur. Toutes ces études, une des remarques que je pourrais faire sur l'ensemble, une lecture, est que toutes ces écritures utilisent les outils, les moyens et la terminologie des sciences de la psychanalyse, même si leurs auteurs ne sont pas à proprement dit spécialistes ou psychologues ou psychanalystes, mais utilisent une terminologie et une nomenclature extrêmement emprunté aux études psychologiques. En se basant et avec des influences des écrits que l'on peut avoir et provenant des États-Unis ou du monde occidental. Deuxième remarque, c'est que ces études ont été inspirées par des illustrations et des exemples qui n'ont pas forcément et tout le temps et systématiquement attrait à l'individu arabe, mais beaucoup d'exemples ont été pris par des concepts et des notions universelles comme le DIP, par exemple, qui a été largement... Le complexe d'Oedipe qui a été largement repris et revisité dans toutes ces écritures avec des approximations et des connexions faites avec le vécu de certains individus. Mustafa Safwan, par exemple, dans son livre « La lettre arabe est-il a également eu recours à des études politiques basées sur le contexte social et cela pour dire que la seule analyse psychologique pourrait ne pas être suffisante pour embrasser la totalité des composantes d'une étude basée sur le développement de l'intellect arabe, mais on fait appel dans beaucoup de cas à des études politiques et sociales.
Aussi, nous pouvons parler d'une certaine dimension militantiste dans le domaine scientifique. Nous savons que chaque auteur ou professeur, selon le pays auquel il appartient et au vécu et l'histoire dans laquelle il vit, il aura une approche extrêmement différente et selon son implication dans une ou autre affaire. Autre chose que je voudrais maintenant citer avant de conclure mon intervention, il y a 3 domaines qui pourraient nous être utiles dans l'approche clinique psychoculturelle. La première chose est concerne la personnalité du politique. Nous savons qu'il y a beaucoup d'études qui font l'éloge des personnes politiques et que par certains moments et par certains croisements de l'histoire, les auteurs sont amenés à dépeindre une personnalité politique sans tomber dans l'éloge ou sans tomber dans certaines considérations imposées par le fait politique. La deuxième chose est la psychologie de l'intellectuel arabe. Nous savons qu'il y a un certain... la psychologie de l'intellectuel arabe qui est souvent qui donne l'impression d'être l'être doté de raison, de traits de stabilité, et nous oublions souvent, le plus souvent, que l'intellectuel est également un individu comme les autres qui vit et qui a son histoire, qui pourra avoir des problèmes et qui pourra avoir quelques complexes. Et cela vaudrait que nous le prenons en considération. L'être humain est amené à prendre parti, à s'impliquer, à être pris dans une certaine mouvance, pourrait être, comme dirait Moustapha Safwan, il pourrait endosser le rôle de la bien-pensante, de la mouvance bien-pensante ou du flic, si j'ose dire, au niveau intellectuel et non pas dans un autre niveau. Donc, lorsque nous essayons de prendre en considération un certain penseur ou intellectuel arabe, il faut prendre en considération la totalité et la somme de ces éléments qui nous donnent des clés de compréhension de la psychologie de ce psychologue ou de ce penseur arabe qui est quelqu'un qui vit comme tout le monde, qui peut être amené à vivre, à rigoler, à avoir des joies ou à avoir des malheurs. Le dernier élément que je voudrais citer, évoquer, c'est la clinique psychologique. Il y a une certaine créativité qu'il faut mettre en exergue, qu'il faut citer aujourd'hui. Lorsque je lis Najib Mahfouz, je suis stupéfait. Je suis extrêmement stupéfait de la dimension psychologique qu'il arrive à souffler ou à insuffler dans ses personnalités, que ce soit dans le mal ou dans le bien. Et tout cela voudrait également être pris comme étant un sujet d'étude psychologique. Enfin, j'ai tenté autant que possible de dépeindre une configuration ou un tableau qui a trait à la clinique psychoculturelle et qui est une approche qui tente de prendre en considération les dimensions sociales, culturelles et qui se focalise sur la problématique de l'individu arabe pour le rapprocher des préceptes et des paradigmes théoriques donnés par les sciences psychanalytiques, mais il faudrait rappeler qu'il faudrait être prudent de la prise en considération de manière abstraite de l'individu et du contexte, de la personne même. Je prends ça dans une
logique qui prend en considération la science psychanalytique, l'individu et son contexte, et également toutes les sciences connexes qui pourront apporter une lumière à ce tableau de lecture. Le penseur ou l'intellectuel arabe est en droit et devrait s'adresser à une autocritique avant de s'ériger en de tomber dans la bonne pensance. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette intervention très détaillée. Pour ne pas perdre de temps, je vais passer la parole à Monsieur Mohamed Tawfiq Darwish, donc psychanalyste et psychologue clinicien. Le discours selon Jacques Lacan. C'est mieux comme ça, oui. Donc le discours selon Jacques Lacan, ce que je viens de dire, j'ai dit au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Voilà, le discours est un moyen de communication entre l'agent qui envoie un message reçu par l'autre et qui impacte l'autre. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, c'est-à-dire celui qui le dit, on sait qu'il est croyant, musulman, et ce message impacte l'autre, positivement ou négativement. Mais le message qui a été envoyé est un message véridique. Si je commets une erreur, une faute, lorsque je dis mesdames et messieurs, mais je dis par exemple Notre-Dame et messieurs, là il y a quelque chose qui est une erreur. C'est-à-dire lorsque je commets une erreur, une faute, en prenant cette structure religieuse, ça veut dire que je ne suis pas religieux. Peut-être je suis pas peut-être vraiment, je fais semblant d'être religieux. Et si je dis au lieu de messieurs en arabe, qui veut dire Sadat, et messieurs, c'est la même chose. Mais si je fais une erreur, au lieu de dire messieurs, je dis l'autre mot qui veut dire Sadat, c'est le président Sadat d'Égypte, cela entraîne une erreur. Donc il faut dire toujours la vérité de l'agent. Voilà la différence entre le discours lacanien des autres discours. Mais avant de commencer, nous allons décomposer certaines notions concernant le discours. Première notion à décomposer, à déconstruire, on dit que le discours a commencé à partir de 1968. À savoir Foucault. Mais lorsque nous regardons ce qui s'est passé à l'époque, nous pouvons voir d'autres travaux par les benvenistes. Dans les années 50, il y a eu plusieurs travaux qui ont été réalisés dans ce domaine. Première définition du discours, ça reprend ce que je viens de dire. Chaque prononcé qui a l'intention d'impacter l'autre d'une façon ou d'une autre, ce discours peut avoir plusieurs formes. Chaque prononcé qui a l'intention d'impacter l'autre d'une façon ou d'une autre, je répète, il y a plusieurs formes orales de discours et ce discours a plusieurs niveaux. Ça, c'est une définition. Ensuite, on traite la relation entre le discours et le soi. Dans la langue arabe, le discours en tant que signifiant et le soi, un signifiant, c'est très différent en ce qui existe dans le monde arabe. Il faut peut-être rapprocher ce mot avec le soi qui est utilisé dans le monde latin. Discoursus, par exemple. Discoursus, c'est-à-dire en langue latine, le mouvement dans tous les sens. Et l'agent en latin, on dit subjectum.
Et subjectum est un mot grec dans le latin signifie celui qui est sous-jacent, sous-phrase, sous-jacent. Donc, cela veut dire que le soi est soumis à la langue à partir de cette définition. La deuxième étape de cette décomposition nous amène à trouver une relation entre le discours et le soi. Et notamment le travail d'Althusser, intitulé « Trois remarques sur la théorie du discours ». Althusser a essayé d'apporter une théorie générale. La psychanalyse, selon Althusser, est une sorte de praxisme. Donc, c'était un travail d'étude qui a été publié. Suivant ce travail, on peut constater que le moi est un produit du discours. Et le discours a 4 formes. Et c'est la première fois où nous avons entendu parler des 4 discours, suivant Althusser, où le soi existe dans les 4 discours. Il nous parle Althusser d'un discours de l'inconscient, le discours idéologique et le discours esthétique. Et il nous parle du discours scientifique. Dans chaque discours, Althusser met le soi dans un état particulier. Par exemple, le discours scientifique, dans ce discours scientifique, le soi est en dehors de ce discours, pour qu'on soit objectif. Dans le discours inconscient, le soi est là par délégation. Dans le discours idéologique, le soi est au centre du discours. Dans le dernier discours, le soi est présent, mais par l'intermédiaire d'autres. Voilà les relations établies entre le discours et le soi. Ensuite, nous allons parler des travaux de Michel Foucault, et qui au parallélisme à ces 4 discours et les séminaires de Jacques Lacan, qui a commencé à parler du discours, notamment en 1969 et 1970, où il a apporté sa théorie sur le discours pour faire la différence entre les travaux de Foucault et Lacan. Pour voir l'importance de Lacan, il faut mettre la main sur certains aspects. C'est une approche structurelle, selon Jacques Lacan. Selon Jacques Lacan, le structuralisme chez lui est différent. Pourquoi? Parce que le structuralisme n'est pas esthétique. Il y a toujours quelque chose qui manque dans cette structure. C'est quelque chose qui est éternellement recherché pour compléter. Contrairement aux structuralistes, où ils considéraient le structuralisme comme une forme esthétique. Chez les lacaniens, l'esthétisme est ouvert, ce qui un peu entraîne un certain dynamisme. Autre chose, le soi chez les structuralistes et les néo-structuralistes, ils voulaient se libérer de l'humanisme en quelque sorte. C'était un phénomène qui accompagne et non pas un phénomène qui est au centre du structuralisme. Alors que chez Lacan, nous constatons que nous avons déjà eu l'inconscient est une structure et le soi est un élément important dans la structure lacanienne. Ensuite, Lacan explique et comprend
le discours en étant une relation avec le soi. Et il a insisté sur ce point dans les années 50, où il a insisté sur ce point depuis les années, au milieu des années 50, en disant que le discours est un lien entre deux soi en quelque sorte. Lorsque nous étudions ces travaux, nous le trouvons parler il nous parle du signifiant et un lien avec l'autre. Il parle de la psychologie analytique en tant qu'une notion trans-individuelle ou entre soi. Ensuite, lorsque Lacan formule la formalisation de cette idée, il s'oppose à Foucault. Il travaille de l'aspect extérieur du signifiant. Il nous parle du discours politique et médical, etc. Donc, le nombre de discours est illimité. Jacques Lacan nous amène à des discours divers, ou à des formes diverses du discours. Comment Jacques Lacan parle de cette idée? Il cherche à définir le signifiant. Le signifiant, c'est ce qui présente le soi. Par exemple, l'exemple d'un patient dans un hôpital. Devant son lit, nous constatons qu'il y a certaines données, la tension, par exemple, est enregistrée, les analyses du sang. Toutes ces données auprès de ce patient, ce sont le premier indicateur. Le premier indicateur pour savoir quel est l'état de ce patient. Donc aujourd'hui, notre soi a besoin d'un indicateur, en quelque sorte, pour présenter le soi à l'extérieur. Voilà l'idée avancée par Jacques Lacan. Pour présenter ce soi, la présentation du soi ne sera pas tout à fait identique dans ce qu'il va trouver dans la vie réelle. Il y a toujours une différence, et cette différence est symbolisée par une lettre minuscule. Lacan parlait de 4 symboles. Le soi, symbolisé par le S, S avec slash, donc premier indicateur, deuxième indicateur, S1, deuxième indicateur, le champ symbolique, S2, et la différence, c'est le désir qui rend qui entraîne le dynamisme. Et si nous prenons ce discours selon Lacan, tel qu'il est, la situation devient très facile. Si nous avons les 4 indicateurs, si nous cherchons à les tourner, à chaque fois, nous serons face à un nouveau discours. C'est ce que nous allons faire. Nous allons nous rapprocher de ces formes, en quelque sorte. La première forme, sera le discours du maître, ou on va l'appeler peut-être le discours de l'inconscient, inconscient. Voilà. Par exemple, prenons l'exemple S1, qui exprime une vérité, la vérité qui est S slash, et qui représente et qui est présenté à un autre groupe, c'est le S2.
nous avons dit qu'il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence entre le S et le S2. Le S sur le S1, il y a toujours, la présentation sera manquée. Comme je l'ai fait dès le début, quand je me suis adressé à vous en commettant une erreur dans la formule religieuse. Et donc, cette différence-là, cette ligne qui sépare entre le signifiant et le signifié, c'est la différence entre le conscient et l'inconscient. Ce mouvement entre ces flèches, nous avons devant nous le S, c'est l'indicateur du maître, le discours du maître. Ça a une notion qui représente le soi. Voilà les valeurs. Cet indicateur a une vérité. Cette vérité-là, c'est le soi. Mais ce soi n'est pas complet. Ce soi se présente. Se présente comment? À travers le S2. Et ce S2 représente l'envie, le désir. Autrement dit, je peux lire ces symboles de plusieurs façons. S1 sont les valeurs, S2 c'est la connaissance, le savoir, et le S/, c'est le soi. Voilà l'idée de formalisme. Ce discours, on appelle ça le discours du maître, parce que c'est un discours historique. C'est un discours qui passe depuis 2000 ans à peu près. C'est le discours entre le maître et l'esclave. Le S1, c'est celui qui s'adresse à l'esclave, qui est S2, pour que ce S2 produise un désir, mais le soi du maître est divisé. Voilà ce discours qui règne dans le monde arabe. Toujours, c'est un discours qui nous impose à produire, à répondre au plaisir du maître. La relation entre S1 et S2, c'est une relation impossible. Pourquoi? Parce que le S1 n'est pas conscient de sa division. Dans ce cas, le S1 demande toujours à S2. Et lorsque le S2 produit quelque chose, mais cette quelque chose est très différent de ce que le S1 désire. Donc ce maître, ce dictateur, ce président, à chaque fois qu'il s'adresse à S2 pour qu'il lui demande quelque chose, mais lorsque ce S2 produit quelque chose, mais cette quelque chose ne répond pas au désir, à l'envie de S1. Donc voilà la relation entre le S et le S/. Ici, nous avons un peu une dimension imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette présence imaginaire. La relation entre S et le S/ n'est pas complète parce que le S2 ne sait pas ce que le S1 veut. Par exemple, le produit, si j'ose dire, produit par le S2 ne correspond pas à l'envie de S1. Voilà pourquoi nous constatons dans chaque dictateur, le dictateur n'a pas une dimension imaginaire. Et la dimension imaginaire est quelque chose de très important. Le discours cherche toujours à des solutions. Donc ça, c'est le discours du maître. Nous avons, comme je l'ai dit, nous avons 4 indicateurs. Nous les manipulons pour donner plusieurs formes de discours. Maintenant, nous traitons le deuxième discours. Le discours S1, c'est le savoir. Le savoir s'adresse à S2 pour produire des soins. Autrement dit, une université par exemple, une université s'adresse au plaisir pour produire des soins.
pour répondre à ces universités. Ici, on appelle ça le discours académique. Le S1, c'est l'indicateur du maître. Mais cette vérité n'est pas réelle. C'est une vérité qui se met au service du maître. C'est pour cela, dans les académies, les universités dans le monde arabe, souvent, les académies et les universités sont au service du dirigeant. Donc le S2 n'est pas un savoir réel. C'est un produit. Le produit qui est produit à la fin, toujours, c'est quelque chose qui manque quelque chose. Par exemple, le soie qui est produit, c'est un soie qui est aliéné en quelque sorte. Donc nous continuons à manipuler, à changer la direction des soies. Nous avons le S/, c'est le soi divisé. Le soi divisé, c'est l'homme, l'individu qui souffre. Voilà le discours protestataire. Lorsque je demande, je réclame du président, du dirigeant, etc. Et ce genre de discours est interdit dans le monde arabe. C'est un discours qui n'est pas possible dans le monde arabe, parce que le discours protestataire n'est pas permis dans le monde arabe. Ce discours protestataire produit un savoir, une connaissance. Le discours hystérique, en fait, le discours historique qui nous a aidés à trouver la psychanalyse. Par exemple, ce qu'a fait Sigmund Freud. Ici, c'est la même chose. Le discours scientifique, le discours académique commence toujours par une question, par une interrogation existentialiste. Où suis-je? Qu'est-ce que je veux? Je n'arrive pas à trouver une solution. Je pose cette question au maître pour produire le S2. S2, c'est le savoir ici. Mais moi, j'ai un désir. La vérité de mon désir qui représente ma problématique. La quatrième forme où nous trouvons le discours analytique, sur ces discours analytiques, ces définitions, ce sont des discours, bien sûr, ce sont des définitions très proches. J'essaye de vous rapprocher les formes. Ce qui est très important dans ce discours, c'est le contenu. Où l'agent commence. Ici, par exemple, dans cet exemple, l'analyste, lors de sa séance clinique, nous, en tant que lacaniens, nous essayons de lire le soi du patient. Le patient est présent pour se faire lire ou lire plutôt son soi. Et lorsqu'il analyse, nous aurons une autre lecture. Par exemple, la séance analytique selon les Lacaniens est une séance analytique pour la lecture de l'inconscient. Voilà l'évolution et le développement qui a été apporté par Jacques Lacan. Nous sommes partis de l'empathie vers la lecture. J'assiste à la séance clinique pour que je comprenne la façon dont le patient lise son soi. Donc ici, nous avons un soi divisé en problèmes, en désordre, et le désir qui peut prendre n'importe quelle forme. Il y a une dimension imaginaire, et ce discours est un discours productif sur le plan imaginaire. Ce qui rend le patient en état de production, de recherche de solutions. Dans ce cas-là, on ne produit que S1. S1, c'est le maître. Et le maître
est un indicateur du maître est très différent du S du discours du maître, car le S ici est un S moins fort, moins dur. C'est un S1 qui me comprend, qui comprend mes troubles, qui comprend ma division. Ainsi, l'analyste, le psychanalyste, on se base sur le savoir, sur la connaissance. Je ne peux pas rendre un service au patient en lui disant que voilà votre tas. Mais ici, on cherche à accompagner le patient pour qu'il connaisse son soi. Au bout du compte, nous aurons un S plus heureux, plus confortable. Dans une séance clinique, le patient peut commencer en adoptant le discours du maître, en me disant voilà mon état, voilà ma situation. C'est-à-dire il a déjà une idée précise sur son cas, sur son état. Il vient avec un désir pour que je réalise ce désir. Ou bien ce patient peut venir avec moi avec un discours académique, scientifique, en me disant que j'ai une hystérie contraignante. Il commence à lui-même donner les solutions à sa pathologie. Autrement dit, les définitions que nous avons précisées sont des formes qui ont été établies par Jacques Lacan. Dans le monde arabe, nous avons un problème. Nous sommes toujours collés au discours du maître tout au long de notre histoire. Avant, nous n'avions pas de problème. Nous avions la famille, nous avons la mosquée, l'église, l'établissement dans lequel je travaille, le parti politique, le gouvernement. Je reste toujours dans le même discours, aucune différence. C'est-à-dire la façon dont je suis éduqué au sein de ma famille n'a aucune contradiction avec le président ou avec le pharaon de l'époque. Donc il n'y avait pas de contradiction entre ces différents éléments. Mais ce qui a existé aujourd'hui, la famille a changé, les données sociales ont changé. Le rôle du père au sein de la famille, le rôle de l'autorité au sein de la famille a changé. Aujourd'hui, les choses sont simplifiées. Nos relations avec nos enfants ont beaucoup changé, n'ont rien à voir avec les relations entre nos parents et leurs parents à eux. Donc, ce qui a ouvert une dimension nouvelle, l'Internet, le Facebook. Une personne aujourd'hui, il est chez lui, il est libre, à l'extérieur de sa maison, il est opprimé par peut-être pour des raisons de parti politique ou du parti au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous constatons une contradiction entre l'intérieur de la maison, l'intérieur du soi de l'individu et l'extérieur. Donc, il a envie de se protester. Et ce qui n'a pas été quelque chose d'étrange lorsque la révolte arabe, la révolution arabe a commencé par Facebook, par Internet. Les régimes aujourd'hui au pouvoir qui consistent à utiliser, à adopter le discours du maître, un discours contraignant, opprimant le soi. Et dans ce cas-là, Lacan dit que ici le discours s'arrête. Et lorsque le discours s'arrête, on aura une révolution. C'est-à-dire on va produire un autre maître. Et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes débarrassés d'un maître pour mettre en place un autre dictateur qui n'a pas, celui-ci, l'imagination. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette intervention. On n'a pas eu le temps de revenir sur ce qui a été dit par professeur Antlili et donc les deux interventions se complètent très bien. Comme on vient de le constater, d'une certaine manière,
par la psychanalyse et la psychologie, on peut donner finalement une interprétation assez fine de la situation politique du monde arabe et notamment du Moyen-Orient. Cette tradition psychanalytique repose sur une littérature assez riche qui rejoint la philosophie, la politique et qui a des prolongements assez réalistes finalement pour comprendre la situation actuelle de l'individu arabe. Alors nous allons passer au débat. Donc avec vous, public. Nous avons 40 minutes pour ce débat. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de prendre une série de premières questions, de manière à donner le temps à nos intervenants de vous répondre. Et ensuite, on prendra une deuxième série de questions. Concerne plutôt le professeur Ahmed Al-Moutaili plus que d'autres, ces approches que vous avez essayé de citer et qui rassemblent entre la psychologie et la sociologie, l'histoire, la pensée philosophique et l'anthropologie. Est-ce que, en tant que spécialiste, la réception de cette critique littéraire, à votre avis, qu'est-ce qui a beaucoup plus d'effet? Qu'est-ce qui est le plus perçu, reçu dans les milieux arabes? J'interroge votre expérience et votre connaissance. Et je voudrais savoir également cette continuité entre la relation entre le discours du maître et le discours du soi. Est-ce que cela, on le sait, qu'il date d'un certain nombre de siècles, c'est ce qui nous pousse à comprendre et à poser la question, quelle est la raison qui fait que cette relation n'a pas encore été interrompue jusqu'aujourd'hui entre le discours du maître et le discours du soi et les autres discours que vous avez dépeints dans votre étude? Monsieur le Mojab Zahrani, votre question? Quelles approches sont les plus proches, je dirais, selon ma propre expérience, à mon avis, si je résume bien ou je comprends bien la question? Je parlerai, en me basant sur mon expérience, en ma qualité de psychanalyste depuis plus de 20 ans et chercheur et lecteur et très proche de toute la littérature critique, politique, philosophique et psychanalytique. Ce que je remarque est que dans la ville où je vis, dans le pays où je suis depuis des décennies, dans les 2 dernières décennies, plus précisément, il y a une demande sociale croissante pour ce qui est de la psychanalyse et la dimension psychanalytique. Avant d'ouvrir et d'inaugurer ma clinique, tout le monde me demandait comment est-ce qu'un psychanalyste pourrait exercer dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde et où il y a une tradition conservatrice, où les secrets sont bien gardés. J'ai ouvert ma clinique et je continue à travailler et je le dis très véritablement, j'ai trouvé au contraire, non pas une réticence, mais j'ai trouvé que les gens avaient du courage et avaient une volonté et du courage à s'exprimer et à dire, essayez autant que possible d'aller au plus profond de... Je le dis très véritablement, contrairement à tous le discours ambiant, que les gens auraient une réticence, cela n'a pas été le cas. Et il y a également, il faut que c'est à la déontologie également du métier, et je suis
je suis intrinsèquement et profondément concerné par cette déontologie dans la discrétion concernant les informations qui me sont transmises, même à l'intérieur dans le sphère du cancan familial. Si je parle des études de, par exemple, Mustafa Hijazi, qui ont dépassé l'édition numéro 120, beaucoup de gens connaissent M. Mustafa Hijazi, connaissent son livre, La psychanalyse de l'individu opprimé, les écritures de Marnissi, les écritures de Saadawi sont des littératures critiques qui ont eu une diffusion très large, aussi large que les grands penseurs et intellectuels arabes. Mais le discours psychanalytique spécialisé, si j'ose dire, celui qui utilise une certaine terminologie, un certain jargon qui dépasserait un peu le niveau de perception du lecteur lambda, bien évidemment n'aurait pas cet impact, cette compréhension voulue ou l'interaction que l'on pourrait avoir dans un autre pays un peu plus instruit ou avisé à ce genre de littérature. Le langage même utilisé dans la psychanalyse est un langage un peu au-delà de niveau de perception d'un lecteur lambda. Tandis que un discours politique ou social ou anthropologique pourrait être plus proche, plus tangible de beaucoup de lecteurs dans des milieux que je connais et avec qui j'interagis. Et cela va de même et s'applique également sur beaucoup de textes, notamment Mohamed Choukri, le pain nu, que l'on ne voyait pas entrer dans tout, interagir avec la conscience et l'intellect arabe, alors qu'il a eu un très grand impact et a eu une diffusion assez large qui n'était pas au départ anticipée. Donc on ne peut pas dire que l'individu arabe n'a pas les outils de compréhension. Au contraire, c'est un discours ambiant qui a été maintes fois démenti par la pratique et par mon expérience personnelle. Tout ce qui va tout ce qui a trait à l'oppression et à certaines pratiques que l'on connaît dans le monde arabe auront bien sûr une grande diffusion. Le discours du maître, pour l'autre partie de la question, on ne peut pas dire que c'est un discours positif ou négatif, c'est la fonction que l'on va donner. Nous connaissons le discours de l'inconscient et du discours signifiant et dans sa relation avec le soi, qui est un discours très ancien. Nous ne pouvons pas imaginer une structure ou une institution, par exemple un hôpital sans un organigramme ou un ordre, une charte de travail, une institution académique sans une penchée ou une couleur politique. Donc on sait que cela est présent et transcende un large nombre d'institutions. Et il ne faut pas en conclure que le discours du maître est un mauvais discours. Et de là, il faudrait absolument le combattre. C'est la fonction qui est donnée un certain format de discours qu'il faut combattre. L'Égypte a connu une littérature critique en psychanalyse et des études qui ont commencé à partir des années 30, même avant l'éruption et l'émergence des études et des traductions des reprises de Mustafa Zewar, y compris des études de Freud.
Saïd. Monsieur Zouheir est un homme d'une grande valeur, avec une liberté démocratique, mais sur qui on ne peut pas coller une étiquette de porter un discours du maître. Mais l'institution et l'académie dans laquelle elle s'inscrit, lui, le contraignait d'une certaine manière et le formatait au discours ambiant et baignant dans l'institution dans laquelle il travaille. Il est venu en France, on le sait, comme un citoyen grec ayant un certain grade militaire. Donc il a été vu et perçu tout de suite comme étant une référence et tout de suite on lui a imposé, on lui a collé une étiquette dans laquelle il s'est petit à petit formaté et inscrit, sur laquelle il s'est inscrit. J'ai une question pour monsieur le professeur Darwish, suite concernant le signifiant et le soi. La question, est-ce que le soi du maître ou le discours du maître peut être amené à modification, à changer avec la modification des éléments qui la composent ou qui l'entourent? Vous avez dit que ce soi du maître est obligatoire, est omniprésente, et à quel niveau, et sur quelle échelle et à quel niveau nous devons s'y soumettre. Voilà exactement un discours ou une lecture analytique. Le discours du maître peut être perçu d'une manière très cordiale et n'est pas intrinsèquement et forcément contraignante. Je voudrais adresser ma question à M. Darwish. Vous avez évoqué l'individu arabe, comment s'est-il éloigné de sa société, de son identité et des valeurs anciennes, que ce soit en relation avec la famille ou éducative. Est-ce que nous pouvons, par exemple, pendant le printemps et les révolutions qui ont eu lieu dans les médias et à travers telles qu'elles ont été déclenchées dans les médias, quelle approche peut-on adopter pour tenter de sensibiliser le monde arabe et de le faire prendre conscience du chemin de retour vers les vraies valeurs, les valeurs de la famille, les valeurs sociales, traditionnelles que l'on connaît en relation, encore une fois, avec la politique. Je ne parle pas du tout de valeurs. Ce n'est pas le point de vue à partir de lequel je la base. Je ne parle pas de valeurs dans l'absolu. Ça, c'est exactement, encore une fois, retomber dans un discours du maître, puisque le maître pense qu'il y a une valeur qui fait foi et que auquel tout le monde doit se conformer ou formater. Et la plupart du temps, ces valeurs ne sont pas valables. Alors, et là, nous touchons à l'essence du sujet. Quelle est la vérité et quelle est la justesse? Est-ce que c'est la valeur occidentale? Est-ce que c'est la valeur religieuse? Est-ce que la valeur... Je ne prêche pas un discours de valeur. Question encore, Monsieur Mustafa. Est-ce que le monde arabe est celui qui met en place, qui crée le dictateur ou le maître? Est-ce que cela peut être un paradigme valide? Le maître est créé pour répondre à un besoin économique, social. C'est-à-dire le discours du maître reflète d'un besoin et une réalité sociale. Si nous voulons changer le discours, par exemple changer le discours religieux, comment nous allons procéder? Le discours reflète un lien social. Le discours n'est pas responsable des relations établies, relations sociales religieuses. C'est la situation sociale qui crée le discours du maître. Voilà
c'est l'approche analytique lacanienne de ce sujet. J'ai une question, je l'adresse à Houda Kachroud et M. Ahmed. Une problématique a été soulevée en disant que toutes les théories de psychanalyse sont des théories occidentales et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une théorie, une institution arabe, une approche arabe de la psychanalyse. Ma question est la suivante. Comment vous travaillez avec vos patients dans vos cliniques, ces patients qui sont d'une culture arabo-musulmane? Il faut tout d'abord que nous sommes formés en Occident. Tous les livres que nous avons étudiés, Freud et autres, ce sont des livres occidentaux. C'est la même chose pour nos collègues du Maghreb ou du Levant. Bien sûr, ces théories aident à trouver un diagnostic arabe, Avicenne par exemple, psychodrame. Mais nous sommes face à des sujets qui ont changé complètement. Aujourd'hui, comment nous pouvons traiter un patient qui vient nous voir dans nos cliniques, dans nos institutions? Bien sûr, nous avons tous une base culturelle dans laquelle nous essayons de nous appuyer. Je veux vous donner un exemple. Le patient entre dans notre clinique, supposons qu'il souffre des troubles, et il affirme qu'il a une comorbidité avec d'autres troubles. Donc, il est obligé de prendre un traitement. هو يدخل في البيت يقول لي بأنه قبل أن آتي إليك ذهبت إلى الفقيه ولكن il me dit je ne veux pas l'empêcher d'aller voir le savant ou le faqih, mais je le rappelle comme à ce patient je le rappelle de prendre son médicament, de ne pas l'oublier. Est-ce que l'orateur peut continuer à parler en une seule langue, s'il vous plaît, de ne pas parler les deux langues à la fois? Est-ce que l'orateur peut parler d'une seule langue, de ne pas jongler entre les deux langues? Donc nous avons une formation double en quelque sorte. Une formation francophone, anglophone et arabe. Donc nous sommes obligés d'osciller entre une langue à l'autre. Vous l'avez vu vous-même, vous l'avez constaté vous-même, bien sûr. Donc en ce qui concerne la question qui a été posée, parfois, je ne vous cache pas, au-delà de notre formation de base, nous sommes obligés. Docteur Metili travaille à Tétouan et moi je suis un ancien psychanalyste. Je travaillais dans une zone populaire. Les approches qui ont été évoquées aujourd'hui et les autres questions ont été posées, toutes ces approches, en fait, nous constatons que la maladie n'est pas structurée. Le patient vient en fait parce qu'il souffre d'un problème social qui n'est pas un problème intrapsychique. Peut-être il a des problèmes avec sa relation avec son père, son patron, sa mère, etc. Donc, ce sont des pathologies plutôt psychologiques, pardon, plutôt sociales que psychologiques. Donc,
Dans la clinique, comme vous le savez, suivant la clinique, les maladies, les pathologies sont classifiées et chaque pathologie correspond à des traitements. Mais parfois, nous entrons dans cette dimension symbolique, dans cette dimension privée de ce patient, parce que nous faisons partie, nous appartenons à cette société. Donc, nous le traitons ainsi. Je ne sais pas, peut-être Dr Mteli a une autre idée là-dessus, mais avant de lui donner la parole, les approches psychologiques, politiques, dans les écrits, les ouvrages, nous constatons un problème. C'est la problématique ou le problème de la traduction. Parfois, l'article que nous écrivons ne passe pas par l'arabe. Pourquoi? Parce que les termes, la traduction des termes varie au Levant, au Maghreb, et lorsque la terminologie change, le récepteur, le lecteur laisse tomber finalement l'article qui a été traduit. Donc, on cherche à lire le texte original, soit en français, anglais ou allemand. Donc, il y a une problématique, un problème de normalisation des termes utilisés en la matière. En ce qui concerne les approches varient suivant les lecteurs. Les lecteurs qui est plutôt très fort en technique, ça dépend de cet élève, ces nouveaux étudiants, les nouveaux étudiants, les élèves qui vont aujourd'hui à l'université. Donc, nous cherchons à travailler dans les comportements plutôt que la psychanalyse. Donc, la plupart des élèves se dirigent vers ce comportement scientifique, si j'ose dire. Et quand je parle de ce comportement scientifique, la plupart des références sont des références en anglais. Donc, il faudra, tôt ou tard, travailler sur la traduction des termes pour qu'il y ait une seule traduction, et cela complique, bien sûr, notre travail. Merci beaucoup à cette question. Cette question touche à l'essentiel d'une problématique, c'est-à-dire nos liens avec les institutions psychanalytiques et normalement au niveau de la pratique, en ce qui concerne les praticiens. Moi, j'ai été formé à Fès, à l'université de Mohamed Abdallah, avant de venir ici et d'étudier à l'université de Paris. Et pour moi, c'est grâce à ces deux doubles formations. Sans cela, je vous le dis franchement, j'aurais du mal à exercer la psychanalyse, l'analyse psychologique, si j'étais uniquement formé à Paris ou à Fès. Donc cette double formation, c'est une double culture, la culture arabe, la langue arabe que j'avais pratiquée, que j'avais vécue bien sûr. En même temps, il y a la culture psychologique occidentale, moderne, européenne. Certains, on parle parfois la discordance. Si cette discordance est présente à l'esprit du praticien, de l'intellectuel, du penseur, cette discordance peut entraîner des malheurs, si j'ose dire, sur le plan pensée, culture, etc. Cette discordance, je veux dire par cela que vous, en tant que personne, vous avez vécu dans un environnement culturel précis et ensuite vous vous déplacez dans un autre environnement en matière de psychanalyse et parfois vous avez un décalage parfois minime et parfois important entre ces deux environnements-là. Suivant mon expérience, suivant mes relations avec mes collègues praticiens, j'ai constaté ce problème chez certains praticiens. Pourquoi?
parce que c'est une base importante dans la psychanalyse. Lorsque je cherchais un directeur de recherche, je lui posais la question, est-ce qu'il fallait travailler sur, par exemple, un adolescent? Fallait-il m'introduire dans un cadre précis? À l'époque, ce professeur lacanien m'avait répondu non. Non, il ne faut pas s'écarter ou écarter le cadre théorique. Il faudra commencer par le cadre théorique. Ainsi, j'ai changé de directeur de recherche. Je suis allé à une autre université, je lui posais la même question. C'est un professeur d'université qui est décédé il y a 2 ans. Ce professeur m'a répondu que la psychanalyse, la recherche en psychanalyse commence par la remarque, par la constatation d'abord. Et ensuite, on peut approfondir dans l'aspect théorique. Comme vous le savez, les praticiens eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ce sujet. Lorsque nous sommes face à un patient, nous cherchons à développer l'écoute et l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire comprendre ce que sent l'autre pour l'aider. Grâce à cette empathie, lorsque nous parlons des notions freudiennes ou lacaniennes, ces termes utilisés, ces notions peuvent constituer un obstacle dans l'analyse psychologique. Lors de ma formation, j'ai étudié et j'ai pu lire beaucoup d'ouvrages, mais en même temps, j'étudiais également les dossiers culturels, sociaux arabes. Il y a parfois des différences importantes. Tout cela, je l'écris dans un article qui a été publié lors d'une conférence qui a eu lieu à Toulouse, qui a été publiée en 1997, où j'ai traité le complexe d'Oedipe. Ceux qui sont intéressés par ce sujet peuvent revenir à cet article où j'ai essayé d'interpréter cette notion du complexe d'Oedipe, ce que j'ai appelé en arabe le complexe des 2 pères. Jokaseios, en me basant sur un héritage mythique, en basant sur le théâtre de Sophocle, bien sûr. Il y a toujours des aspects concordants et discordants entre ces cultures judéo-chrétiennes et la culture arabo-musulmane. Et bien sûr, nous avons toujours ces légendes, ces mythes qui existaient bien sûr dans la période pré-islamique. Hier, une conférence a eu lieu dans une université du Caire. Le sujet de cette conférence, intitulé « Appel pour la fondation théorique égyptienne, une théorie égyptienne en psychanalyse ». Pour moi, cet appel à la fondation d'une théorie égyptienne est contraire à la science. Pourquoi? Parce que la théorie m'aide pour distinguer les différences. Je ne veux pas mettre l'accent sur la différence. Le cumul des connaissances chez chaque chercheur, ce cumul culturel peut m'aider dans mon travail. Si j'ai une formation arabo-musulmane, Farabi par exemple, cela va m'aider, contrairement à un occidental qui n'a pas eu accès à cette recherche, à cette dimension culturelle. Mais en même temps, je ne peux pas, pour ma part, dire que je vais établir une théorie arabe, une théorie musulmane en la matière. Si je fais cela, je me trouve en dehors de la science, en quelque sorte. De plus, je souhaiterais ajouter
Il y a un point important qui est très à la mode aujourd'hui. Nous parlons par exemple de la psychanalyse islamique, de la psychiatrie islamique. Voilà la question concernant l'école islamique en la matière. Il y a eu des tentatives, mais cela aura des problèmes importants. C'est un phénomène que nous constatons pas seulement dans une seule région, c'est un phénomène qui existe du Yémen jusqu'au Maroc. J'ai participé à des peu de rencontres, mais bien sûr, il y avait toujours des personnes, des intervenants qui parlaient de la psychanalyse islamique, y compris à Washington. Par exemple, la science, la psychologie ou la psychanalyse islamique. Mais cette psychanalyse islamique qui est inspirée du Coran, de la tradition prophétique, si nous continuons à faire cela, cela va entraîner des problèmes, surtout pour trouver un traitement à nos patients. Revenons maintenant à Ibn Khaldoun. Lors des tentatives, parler des tentatives qui cherchaient à travailler sur la médecine prophétique et ensuite beaucoup d'intervenants mettaient l'accent sur la médecine prophétique en disant que bien sûr il faudra donner un traitement médical, mais il faudra mettre l'accent et accompagner le traitement médical par un traitement spirituel, bien sûr. Mais il faudra toujours parler de l'aspect scientifique. Pourquoi la psychanalyse a rencontré des problèmes dans le monde arabe? C'est ce que j'ai souligné tout à l'heure. La psychanalyse, c'est une science, et là où il y a la science, la rationalité. S'il n'y a pas de science, s'il n'y a pas de rationalité, nous ne pouvons pas aller plus loin. Je ne veux pas parler ici de la psychanalyse. La question ici concerne des tentatives qui ont été lancées dans ce domaine. Au Soudan, par exemple, beaucoup de personnes au Soudan qui parlent de l'école psychanalytique musulmane ou la médecine islamique. Ibn Khaldoun, dans son introduction, le grand historien, il dit, par exemple, que le prophète Mohammed, Mahomet, est arrivé sur Terre pour insister sur les mœurs, sur la dimension spirituelle, et non pas pour la médecine ou pour le traitement, pour la physique. Donc, il y a une vague, il faudra faire attention là-dessus. Il y a une vague qui pousse vers ce sens-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a une dimension historique très importante. Il faudra revenir à cette histoire pour comprendre que ce soit en matière de science ou psychanalyse, ou bien dans d'autres domaines.